Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes avec notre club d'intellectuels. Plus Jean Quatremer qui pouffe, il est tellement heureux. Il a bien commencé d'ailleurs. Notre club donc réuni pour passer en revue et analyser les événements les plus marquants de la semaine. On parlera de la réforme des institutions françaises préconisée par Clo-Clo Bartolone, d'Air France qui a du plomb dans l'aile, et Claude Askolovitch se demandera s'il faut s'étonner ou non du récent meeting électoral tenu par le président turc à Strasbourg, chez vous Nadia. À la maison, chez moi. Quel toupet. Ah, vous êtes alsacienne? Non Oui. Et il est alsacien. Comme Arte. C'est Voilà, vrai. ceci expliquant cela. Ça va? Oui. Oui. Ça va? Oui. Bon, Renaud Dely. Oh, Elisabeth. Oh. Les abrutis sont sortis ce soir. Oui. Ça va mon Renaud? Et vous? Jean Quatremer, une élégance, une austérité, un bouc? Un bouc. Un bouc. Oui. C'est Pas un émissaire, indice? mais bouc. Très bien. Vous allez bien? Ça va toujours, Libé à Bruxelles? Oui, ça, enfin, pour l'instant. Pour l'instant. On est ravis d'avoir à côté de vous Julie Graziani, porte-parole du réseau politique L'Avant-Garde. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Julie, et auxiliaire de justice. Oui. Par ailleurs. Et à côté de vous, Raphaël Glucksmann, essayiste. Ça va, Raphaël? Je suis ultra impressionné à chaque fois que vous me parlez. Coco. Bonsoir. Bonjour, princesse Leia. Ça va? Alors, Coco de Charlie Hebdo, dont voici la dernière épatante livraison. Oui. 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 Quelqu'un a quelque Ah ouais. chose à y redire? Ça a été beaucoup critiqué, parce que des gens ont écrit, par exemple, dans le Huffington Post, un papier expliquant que, voilà, moi j'ai une fille trisomique et on se moque des enfants trisomiques, et donc désormais je ne suis plus Charlie. Ce qui montre que ces gens n'ont strictement pas compris ce qu'était Charlie. C'est extraordinaire. C'est Charlie de Gaulle Voilà, maintenant. oui, c'est Charlie de C'est Gaulle. Et puis en plus, ils ignorent l'histoire. Ils ignorent l'histoire, c'est ça que ça montre, parce qu'il faut savoir que le général de Gaulle avait justement une petite fille trisomique. Ah. Oui, voilà. Ah, voilà. Et voilà, Une l'histoire se fois. perd. Et c'était pas Nadine Morano. Hein. Non. Il paraît que... Mais Non, c'est pas un sujet. Bon. Ça n'est pas un sujet. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est par le prisme de la presse internationale qu'on va commencer l'émission, car les images des 2 cadres d'Air France qui ont été pourchassés et harcelés par des salariés en colère lors du comité central d'entreprise de la compagnie lundi dernier, ces images ont fait le tour du monde, ont été reproduites ad nauseam. Exemple, cette une, voilà, vous la voyez, du quotidien néerlandais Algemeen Dagblad. Et alors moi, je m'interrogeais, Jean Quatremer, ou vous autres évidemment, sur ce que vous inspirent les premiers commentaires de François Hollande, comme ça instinctivement, qui a évoqué les conséquences de violences inacceptables sur l'image et l'attractivité du pays. Il a tout de suite parlé de l'image avant de parler du fond. Ou plutôt, est-ce que l'image est le fond d'ailleurs? oui, mais c'est C'est vrai pareil. a priori, disons que cette violence entre 43 guillemets, il n'y a quand même pas eu de blessés, de morts, Si, si, etc. Oh, il y a eu blessés. une Oui, il y a eu des humiliation. blessés, Il y a eu là. des blessés. Pas du côté de la direction d'Air France, c'est toute cette image, cette Sauf chemise arracher la arrachée. chemise. Voilà, arracher la chemise. C'est ça, la très réalité. humiliant. Hein, Non, mais attendez, psychologiquement. donc du point de vue de C'est de la violence. l'image, Faire, c'est poil. terrible, c'est vrai. Mais ça me rappelle, vous savez, je fais une autre comparaison avec la petite délinquance. Cette petite délinquance qui pousse le Front National en avant, donc se faire arracher le sac à main, on trouve ça absolument insupportable. Mais la grande délinquance financière, celle qui a poussé le monde dans une crise gravissime, celle-là, finalement, elle dérange moins. Or là, on a affaire à une petite violence, d'ailleurs on ne sait pas par qui, mais sans doute par des manifestants incontrôlés, ce n'est pas les syndicats qui ont arraché la chemise, on a affaire à des manifestants savez, incontrôlés. vous avez des Non, informations je n'en sais rien. Oui. Vous avez l'air très sûr de vous. Par ailleurs, il licencie 2900 personnes. Il y a quand même une vidéo qui circule, qui est absolument On l'a. horrible, où on De voit, la jeune femme. voilà, Oui. où on voit cette femme en train Alors. d'expliquer la situation et personne ne l'écoute. Si, bah, On peut la voir justement, voir, en l'occurrence cette jeune femme, il s'agit d'une hôtesse d'Air France qui à l'issue du comité d'entreprise s'adresse à un parterre de cadres de dirigeants d'Air France, lesquels ne lui répondent pas, lui tournent le dos et elle explique sa situation et la violence sociale dont sont victimes on selon va elle, regarder les salariés et d'Air on en France. parle On après. l'écoute quelques secondes. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour avoir des gens qui puissent nous apporter des réponses. Et avoir le sentiment, l'impression d'être pris en considération. Juste ça. Mais même ça, vous ne pouvez pas nous le donner. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté.
Mais ça, Julie Graziani, c'est indubitablement une forme de violence sociale qu'elle subit, mais est-ce que ça peut justifier la violence physique dont ont été victimes des dirigeants d'Air France ? Vous savez, moi, le dialogue social, je le pratique tous les jours dans les entreprises dont j'ai la charge et dans des situations de stress comme celle-là. Il est normal qu'il n'ait pas été répandu à cette jeune femme. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas partie des élus qui sont à la table des négociations et des représentants du personnel. Et que quand vous conduisez un comité d'entreprise... Excusez-moi, la séance est levée, là. C'est après la séance de... Justement, quand vous conduisez un comité d'entreprise, vous avez des responsabilités tout à fait précises. Vous ne pouvez négocier qu'avec les élus et les délégués syndicaux. Vous ne pouvez pas commencer à négocier avec X, Y ou Z. Mais il ne s'agit pas de négocier, il s'agit de l'écouter, d'écouter ce que raconte cette femme. Ils sortaient peut-être aussi 3 heures de négociation, ils étaient rincés. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on a généralement une tendance à excuser cette violence au motif qu'elle résulte de l'exaspération des gens qui sont dans une situation de désespoir. Ou de l'angoisse. Moi, ma pratique, ce n'est pas vrai. Quand il y a des débordements comme ça, en fait, c'est que les gens ne sont pas résignés, c'est que justement, il y a des choses à négocier. Donc, c'est un levier de négociation. Quand il n'y a plus d'argent dans les caisses d'une entreprise, il n'y a pas de débordement. Le débordement, c'est vraiment un levier. Après, je pense qu'il nous faut... Et là, je vais vous satisfaire peut-être des syndicats plus forts que ça. Parce que quand les syndicats sont forts, ils tiennent leurs troupes. Ils forment bien leurs délégués syndicaux à pouvoir négocier. Moi, je veux des délégués syndicaux qui connaissent les fondamentaux de l'économie et qui sachent lire un bilan pour éviter ce genre de débordement. Mais bien sûr, la violence est inacceptable, même pour ce motif. Raphaël Glucksmann. La violence est inacceptable, on est d'accord. Le problème, c'est que, à mon avis, l'image qui symbolise les verrous en France, c'est plus l'image du YouTube de cette fille qui s'adresse et à laquelle on répond « Nous ne sommes pas habilités à vous parler », en lui tournant le dos quand elle parle. Non, mais c'est vrai juridiquement. Oui, mais c'est peut-être vrai juridiquement. Mais enfin, si vous voulez dégonfler une tension dans une entreprise, vous êtes bien obligé de répondre à cette dame qui a peur pour son travail. Et le problème, c'est pas seulement ça. Ils ont appris... Dans la presse, le nombre de licenciements, il n'y a eu aucune transparence vis-à-vis. Et ça, c'est le problème de ce fonctionnement ultra vertical à la française qui ne marche pas. Sauf dire que les gens sont acculés et ils prennent ça comme un acte d'autorité et ils réagissent après. Sauf que vous évoquez les blocages à l'instant, mais pour en revenir à la situation d'Air France, il y a des situations quand même extrêmement différentes. Quoi de commun entre cette hôtesse payée 1 800 € par mois et la situation des pilotes de ligne qui sont à l'origine de ce conflit? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont privilégiés pour le coup? Il faudrait remettre en cause des avantages. Je pense que ceux qui ont agressé le directeur du personnel, ça aurait mieux fait d'agresser les pilotes qui refusent de bouger. Mais si personne n'est agressé dans l'absolu. Oui, mais il vaut mieux pas souhaiter. Mais en tous les cas, c'est eux qui refusent et qui bloquent l'entreprise. Ils ont quand même, c'est eux, à peu près, ils ont causé quoi, 500 millions de pertes au cours de leur grève de l'année dernière. Et en plus, ils sont surpayés par rapport à leurs concurrents européens. Les pilotes d'Air France, 14 000 contre 9 000. Aujourd'hui, Air France est une compagnie qui est menacée de disparition, comme il faut le rappeler. Ou de rachat. Oui, et qui est dirigée encore une fois, par qui? C'est intéressant. Avant de venir à cette émission, j'ai regardé le profil de tous ces dirigeants. Faites vos devoirs. Ah oui, j'ai fait mes devoirs là pour une fois. Voilà, parce que pourtant, vous êtes venu en tennis et pas en avion. La fleur au fusil. Donc, qui dirige ces gens, ce sont des inspecteurs des finances, des énarques, des polytechniciens. Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit? Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit? Regardez qui dirige les entreprises aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, etc. Ce sont des businessmen, pas des gens qui ont fait Sciences Po et l'ENA. Ces gens-là, ils doivent tous leur place, et ils sont payés 600, 700 000, parfois 1 million d'euros par an, ils doivent leur place à leur copinage avec le prochain DRH est l'ex-directeur de cabinet adjoint de Manuel Valls. Eh ben voilà, ça va continuer comme ça. Famille. Et donc, c'est insupportable parce que ça porte aussi, ce que ça montre aussi, cette violence, c'est ce sentiment qu'on a affaire à une bourgeoisie d'État arrogante qui n'en a rien à faire de la casse sociale parce qu'elle, quoi qu'il se passe, elle est à l'abri. Julie Graziani, mais ça c'est vrai que les efforts sont toujours mieux acceptés par les salariés quand ils sont portés par des opérationnels qui ont la légitimité de ce qu'ils ont fait pour l'entreprise sur le terrain. Après, moi, je ne veux pas non plus mentir aux salariés. Quand je fais un plan social, je leur dis clairement qu'il y a ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas, parce qu'on n'est pas en cogestion. Et que s'il y a des suppressions de postes... Là, dans le cas d'Air France, ce n'est pas négociable. Il y aura les suppressions de postes en elles-mêmes ne sont pas négociables. En revanche, il faut négocier sur la manière dont vont se passer ces suppressions de postes. Et ils n'ont pas annoncé de licenciement sec. Il faut quand même que ce soit dit. Vous avez dit licenciement tout à l'heure. Non, ça sera un plan de départ volontaire, de suppression de postes. Mais souvent, les gens font l'amalgame entre l'un et l'autre. Mais ce que dit Quatremer est, à mon avis, assez intéressant. C'est-à-dire que ce que les gens ne supportent plus, c'est le non-partage du risque. Or, il y a toute une élite endogame qui ne partage absolument pas le risque avec les gens auxquels ils font subir la conséquence de leur mauvais choix. Et ça, à mon avis, c'est ce qui ne marche plus en France. Il y a cette perception que le risque n'est pas partagé. Et ce n'est pas une question d'être fanatique, c'est juste une forme d'équité minimale, à mon avis.
Coco, conclusion, 2 dessins. Alors, conclusion, je vais résumer ça comme ça. Où est la violence? Un employé d'Air France qui dit « je préférerais perdre ma chemise que mon boulot ». Et puis, arrêtons de plaindre les patrons d'Air France. Il y en a qui paieraient cher pour qu'on leur arrache leurs vêtements. Merci Coco. Renaud, Elisabeth. un duel au soleil Elisabeth. subtropical. Oui, mon duel de la semaine, Ouais. Elisabeth nous emmène, vous, moi, et tout le monde d'ailleurs, de l'autre côté. Hélas. De l'autre côté. Allez, on sort le... Allez, vous venez aussi. Au Brésil. Alors, à ma gauche, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, 68 ans, et à ma droite, le président de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés du Brésil, Eduardo Cunha, qui lui a 57 ans. En l'occurrence, Dilma Rousseff, on s'en souvient, a succédé en 2010 au légendaire Lula. Elle a été réélue il y a tout juste un an pour un second mandat. Seulement voilà, depuis un an, la cote de Dilma Rousseff, elle a totalement dégringolé. Elle est aujourd'hui, ses opinions positives sont aujourd'hui estimées entre 8 et 10% des Brésiliens, soit, et oui, c'est dingue, encore moins que François Hollande. c'est possible. Il faut dire aussi que la situation économique du pays, elle s'est effondrée, qu'aujourd'hui la croissance est nulle, elle est égale à 0 au Brésil, soit là aussi moins encore que sous François Hollande en France, et que Dilma Rousseff, elle a engagé une très sévère cure d'austérité depuis un an. Mais aussi son parti, le Parti des travailleurs, il est pris aujourd'hui dans un gigantesque scandale de corruption qui est lié au géant pétrolier Petrobras. Résultat, donc, Eduardo Cunha, le président de l'Assemblée nationale, qu'on a vu à l'instant, menace d'engager une procédure de destitution à l'endroit de la présidente brésilienne. Et la chute de Dilma Rousseff, c'est en quelque sorte la nouvelle croisade d'Eduardo Cunha, qui est un élu extrêmement conservateur, un membre du renouveau charismatique, hostile au droit à l'avortement, au mariage pour tous, entre autres. Alors, la situation de Dilma Rousseff, elle est d'autant plus fragile qu'elle a subi 2 camouflets cette semaine. D'abord, un tribunal a réclamé le rejet des comptes publics de l'État brésilien au motif qu'ils auraient été sciemment truqués en 2014. Et puis, d'autre part, d'autres juges ont relancé une enquête sur le financement de la campagne présidentielle de Dilma Rousseff l'année dernière, en 2014. Eduardo Cunha a donc un peu plus de munitions pour la faire tomber, sauf que son parti à lui, à Cunha, il est membre de la coalition gouvernementale, il y a 7 ministres de son parti au sein de cette coalition, et puis il est lui-même, le président de l'Assemblée brésilienne, sérieusement accusé de corruption. On a découvert, on vient d'apprendre qu'il a 4 comptes cachés en Suisse et dans divers paradis fiscaux, et qu'il y aurait planqué, avec son épouse, qui est une journaliste brésilienne célèbre, la somme de 5 millions de dollars issus de pots de vin. Résultat, un corrompu, en tout cas accusé d'être corrompu, se menace de destituer un pouvoir lui-même accusé de corruption. Est-ce que tout ça n'est pas le symbole que finalement, la preuve que le géant brésilien qui nous a fait rêver sur le plan démocratique et sur le plan économique, ce miracle brésilien, il est aujourd'hui totalement dissipé? Non? Oui. Ça me fait penser à la Grèce. Non. Vous pouvez développer un peu? Non, mais parce que c'est Il y a une bulle aussi au Brésil. Il y a une bulle de la corruption, du clientélisme. On est exactement dans la même situation d'une démocratie qui n'est pas achevée. C'est le problème du Brésil nous renvoie étrangement à ce qui s'est passé en Europe. Les comptes publics truqués, le budget 2014 truqué, c'est exactement ce qui est arrivé en Grèce. C'est amusant. On n'est pas dans l'euro. Et sur l'espérance de cette nouvelle gauche. Voilà, au Brésil, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, il y avait une alternative de gauche, une alternative notamment à la social-démocratie européenne, si possible. Syriza. Et Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann. Non, c'est trop tôt pour dire qu'elle a échoué. Elle paye aussi le fait de venir après Lula, qui était le leader charismatique absolu. Et ils n'ont pas réussi à réinventer un discours que le Parti des travailleurs au pouvoir en acceptant la social-démocratie. Parce que c'est pas le Parti des travailleurs, en fait, c'est pas une alternative à la social-démocratie, c'est une social-démocratie. Ça l'était à l'origine. Ça l'était à l'origine, ça ne l'est plus. Ils ont une crise de légitimité qui était masquée par le charisme de Lula. Et comme Dilma Rousseff a le charisme de François Hollande, en gros, ça marche pas pareil. Non, mais... C'était pas une critique, je suis contre les leaders charismatiques. Bah non, mais servi. Coco. Eh bien, c'est un peu le carnaval de Rio avant l'heure. Dilma Rousseff qui dit, mais c'est pas des par contre. C'est quoi ce pound? Merci Coco. Le mot qui a dominé l'actualité de notre point de vue, c'est collatéral, comme dans dégâts collatéraux, une expression qui a été utilisée par l'armée américaine après avoir bombardé samedi dernier l'hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz, en Afghanistan. Bombardement qui a fait 22 morts, dont 3 enfants et 12 membres du personnel. Et il a fallu 4 longs jours à Barack Obama pour qu'il retrouve dans son Rolodex le numéro de téléphone de la présidente de MSF et lui adresse ses excuses. Les parents afghans des enfants carbonisés attendent, eux, toujours des condoléances téléphoniques. On croyait que c'était fini.
fini la mission de l'Amérique en Afghanistan et de l'OTAN? Non seulement c'est pas fini, d'abord c'est un énième exemple que la théorie développée aux États-Unis dans les années 90 de la guerre propre est une infamie conceptuelle. Des frappes chirurgicales. Et des frappes chirurgicales, et c'est en fait tout simplement un crime de guerre. Je veux dire, c'est un hôpital de Médecins sans frontières dont ils avaient les coordonnées. Alors je ne dis pas qu'ils ont fait exprès de le bombarder, mais le fait qu'ils aient continué à bombarder, alors même qu'on les alertait, ça a duré une demi-heure, alors qu'ils étaient appelés et qu'ils avaient les coordonnées. Et c'est à mon avis une catastrophe absolue. Alors, et le fait qu'Obama ne soit pas excusé, ça reflète quelque chose qui est assez propre à Obama, c'est qu'en fait il a cette guerre qui continue, il essaye d'en parler le moins possible. Mais il ne s'est pas excusé parce qu'il était coincé juridiquement aussi. S'il avait fait des excuses instantanément, ça aurait peut-être fait des réactions. À un moment, là il bombarde un hôpital à Kunduz. Vous noterez quand même que ce sont 2 prix Nobel de la paix qui se sont téléphonés. Oui, c'est pas banal. Ouais. C'est pas banal quand même, parce que MSF a été prix Nobel de la paix, ainsi que Barack Obama. Comme Mais quoi, c'est quand même assez étrange cette affaire, ça donne un peu l'impression du style je nettoyais mon bombardier et le coup est parti. C'est quand même, il y a un truc qui ne va pas. Et clairement, l'hôpital a été visé. C'est un vrai. Ils sont très embarrassés. Ils sont très embarrassés parce qu'il y a effectivement des éléments troublants. Les coordonnées GPS avaient été fournies, on l'a dit. Les avions sont revenus, ils sont repartis, puis ils sont revenus. Moi, ce que je voudrais savoir, et c'est ce que l'enquête va peut-être permettre de déterminer, c'est si on est dans le cadre d'une faute ou d'une erreur. Parce que, attention, c'est pas pareil. Une faute, ça serait vraiment le général qui aurait déconné, qui aurait appuyé sur le bouton. Bon, une erreur, et c'est certes... Oui, mais je ne peux pas y croire, ça me paraît trop énorme. Une erreur? L'erreur, elle est systémique. C'est qu'à un moment donné, dans la chaîne de commandement, il y a un amoncellement de défaillances qui provoque cet incident tragique. Mais des civils tués par des drones, il y en a Et si c'était tout simplement du cynisme? Puis Alors, on a reçu des justement, chercheurs ici qui est-ce que ça va évoquaient pas la se présence de reproduire talibans cachés à côté de l'hôpital. Donc il fallait dégommer des talibans et tant pis pour les victimes. Alors à ce moment-là, on est dans la faute. Là, on est dans la faute délibéré, on serait dans la faute. Voilà, donc là, on est dans la faute morale. on est même dans le crime de guerre. Oui, on est dans le crime de guerre comme MSF a dénoncé. Et ce drame a aussi le mérite, si j'ose dire, entre guillemets, de redonner un coup de projecteur sur la situation en Afghanistan, puisqu'on a presque oublié qu'effectivement, il n'y a toujours pas d'État. C'est un pays... c'est une grande réussite, quand même, l'intervention en Afghanistan, parce qu'il semblerait même que les talibans soient tout proches de revenir au pouvoir. Donc, tout ça pour ça. C'est une guerre qui a coûté près de 1 000 milliards de dollars. Des vies humaines en vie humaine, n'en parlons même pas. Donc, quand même, quel résultat? Et qui a déstabilisé tous les autres pays de la région. Enfin, bon. À mon avis, c'est un moment sur lequel il faut vraiment réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a eu une période d'hubris, d'exaltation de soi de l'Occident après le 11 septembre. Et à mon avis, on n'a toujours pas tiré les leçons des échecs successifs. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans une... Vous pensez à l'Afghanistan, à l'Irak? Non, mais à la Libye? À la Libye, à la Somalie, il y a des pays comme ça aujourd'hui sans État. On pourrait parler d'autres pays d'intervention française, mais l'enjeu, c'est de comprendre qu'il y a une marge entre l'inaction totale, ce qui est par exemple le cas sur la Syrie pendant longtemps, et la guerre. Et donc, ça s'appelle la politique. Et pour ça, il faut une forme de cohérence et il faut savoir réfléchir sur ses erreurs. Et je pense qu'on ne l'a toujours pas fait en Occident. Mais on a toujours cette tentation d'intervenir. Mais que faire? Mais bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'intervient plus jamais nulle part. C'était le cas en Syrie, justement. On n'est pas intervenu. On a reproché aux Occidentaux de ne pas être intervenu. Donc on a deux extrêmes, deux cas extrêmes. Et à l'intérieur de ces deux cas extrêmes, il faut savoir définir une politique. Une politique, ça peut avoir des sanctions, ça peut avoir des opérations des services secrets, je sais pas. Ça tient aussi au fait que l'ONU aujourd'hui, qui devrait être l'instance politique qui pèse, ne pèse pas. Ne pèsera jamais. En fait, les interventions sont inefficaces, mais l'Occident se sent toujours le devoir d'intervenir néanmoins. Oui, mais je crois qu'il a raison. Jean Quatremer. Il a raison, c'est-à-dire qu'entre l'inaction totale et la guerre sur le terrain, l'intervention directe, il y a des marges. Et c'est vrai que sur la Syrie, c'est typique, c'est-à-dire que là, on est tous restés spectateurs et jusqu'au moment malgré les attaques au gaz chimique. Jusqu'au jour où c'est un dingue qui intervient à notre place. Voilà, exactement. Coco. Eh ben, il faut réfléchir à ses erreurs et je pense qu'Obama va changer ses pilotes. Alors, Nadia, un peu de poilade. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est Nicolas Hulot. Et vous regardez YouTube? Oui, YouTube, ça m'arrive. Ouais. Moi, je dis YouTube. C'est mon hashtag de la semaine. C'est Osons. Et cette semaine, celui qui a osé, c'est Nicolas Hulot, ou plutôt Nicolas YOLO. C'est comme ça qu'il s'est rebaptisé. Alors, comme on est tous un peu vieux ici, je vous précise que YOLO, c'est l'acronyme de On ne vit qu'une fois en anglais, You Only Live Once, et que c'est une expression qui est très répandue sur Internet. Et justement, c'est sur le web que Nicolas Hulot, qui est envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète, a décidé de lancer sa campagne pour mobiliser citoyens et politiques parce qu'il veut s'adresser aux jeunes, en particulier, en faire des ambassadeurs. Il s'est entouré de stars du web, de youtubeurs, de gamers, de loleurs et de plein de trucs en l'heure. Et le résultat est plutôt pas mal. Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme
seul, décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas Yolo. Peut-être, m'avez pas dit les ampoules là. C'est des ampoules basse consommation, moi on est sûr de ça? Il y a des talents de comédien quand même. Celle-là d'ailleurs, vous savez pas celle-là. Je sais pas. Alors comme on pouvait s'y attendre, c'est un carton absolu. La vidéo a été vue plus de 600 000 fois et il avait dans le même temps lancé une pétition, un appel au chef d'État qui a récolté des milliers de signatures. D'ailleurs, ça avait tout cassé Internet. Le serveur était planté avant-hier. Et puis surtout, en fait, ce qui est intéressant avec cette campagne, c'est qu'elle arrive au bon moment. Elle arrive à quelques semaines de la COP21, dont on peut d'ores et déjà dire qu'elle va pas être très efficace et qu'elle est pas très sincère. On sait par exemple que la plupart des sponsors de cette conférence comptent parmi les plus gros pollueurs de la planète. C'est un peu comme si l'Arabie Saoudite participait au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Et puis aussi, si Nicolas Hulot veut taper fort, c'est parce qu'on assiste en ce moment à un retour des climato-sceptiques sur les plateaux télé et dans les librairies. Aux États-Unis, ils ont Donald Trump. En France, on a Philippe Verdier. Philippe Verdier, c'est le monsieur météo de France Télé qui vient de publier un livre assez curieux dans lequel il explique plein de choses et notamment que le réchauffement climatique, c'est super. C'est super parce qu'on va pouvoir faire des économies de chauffage et qu'on aura moins la grippe. Je pense que c'est marrant, mais Saint-Aubin aura échappé aux victimes des dérèglements climatiques, on en connaît. On aura la malaria. Voilà. Et ce trolling des climato-sceptiques, ça a énervé quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission. Il s'appelle François Gémen, il est chercheur, on l'écoute. Est-ce qu'il faut que vous vous rendiez compte à un moment donné de la débilité et de la stupidité monstrueuse de vos propos? C'est quand même incroyable, en 2015, de sortir encore des propos comme ça. Comment osez-vous? Comment osez-vous? La liaison. On voit que c'est un invité d'Arte parce qu'il fait la liaison même quand il est en colère. Là, il participe au réchauffement climatique, c'est un comme ça. Thermique. C'est fini? Oui. Ah bah alors, réaction. Raphaël Glucksmann. Non, on va revenir sur les stratégies de communication de Nicolas Hulot, mais comment mobiliser les populations? Puisque la COP21, c'est des États qui parlent aux États de problèmes étatiques. Oui, mais c'est les sociétés civiles qui peuvent faire pression sur ces États, du moins quand ces États-là sont démocratiques. D'où les pétitions. D'où les pétitions, d'où la mobilisation de la société civile et surtout d'où l'émergence de nouveaux concepts qui, moi, m'intéressent beaucoup, qui sont des concepts de commun, c'est-à-dire comment l'écologie peut permettre la réémergence d'un espace public, parce qu'on est dans un monde complètement privatisé. Or, si on a une catastrophe collective qui est annoncée et qu'à part 3 trolls, tout le monde est d'accord pour dire que ça va plus ou moins arriver, eh bien, ça suppose que les biens privés soient mis en dessous d'un bien commun, qui est quand même l'existence même de notre climat et de notre planète. Vous croyez qu'on y va? Vous croyez qu'on va dans ce sens-là? Eh ben, aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de chercheurs et de penseurs qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire le côté commun qui a été complètement discrédité à la chute du communisme réémerge via l'écologie. Et je trouve que c'est très intéressant, mais en retard en France là-dessus. Mais ça suppose aussi une redécouverte du long terme. Et en l'occurrence, et nos politiques et l'ensemble du monde médiatique et de communication est de plus en plus court-termiste. Ce qui est quand même fascinant, c'est aux États-Unis, par exemple, c'est vrai qu'il y a une opinion qui est quand même largement gagnée aux idées climato-sceptiques, notamment au sein du Parti républicain. En Europe, cette opinion climato-sceptique, elle n'existe quasiment pas. En Europe, personne, à part quelques dingues, quelques trolls, ne remet en cause la nécessité d'agir contre le changement climatique. Et pourquoi est-ce que les gouvernements n'agissent pas? Pour une raison simple, c'est que le coût en termes d'emploi sera énorme. Et donc aujourd'hui, la priorité absolue, c'est la lutte contre le chômage. Et donc on ne bouge pas. Parce que le premier gouvernement qui commence à bouger véritablement, ça se traduira d'abord par des pertes d'emplois et peut-être dans 10 ou dans 15 ans par des créations d'emplois. Et je peux vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'on va changer de modèle. Ok. Coco, un truc un peu plus optimiste? J'ai mis ces stars qui ont raté le casting de Nicolas Hulot. La deuxième actualité de la semaine, l'Assemblée nationale vient d'adopter le fameux rapport de la commission Bartolone, intitulé très modestement, et alors là il bombe le torse, notre ami Yanis Tetra Talassios, refaire la démocratie, repenser la démocratie, non c'est refaire la démocratie. On y préconise notamment alors un mandat présidentiel de 7 ans non renouvelable, une diminution brutale du nombre de parlementaires et d'autres mesures. Est-ce que ça peut suffire à redonner le goût de la politique aux citoyens? Je m'adresse à vous puisque vous avez été consulté. Oui, vous êtes vraiment, vous bouffez à tous les râteliers. J'ai été auditionné par la commission. C'était un moment. Je croyais que c'était un travail sérieux. C'était un moment détente. C'était un moment détente. Non, j'étais là pour leur parler. Comme ça que vous le prenez. De l'articulation entre les institutions françaises et l'Europe. Parce que je pense qu'il y a un véritable problème au niveau des institutions françaises, c'est que dans tous les autres pays, l'Europe est un débat démocratique
démocratique, c'est-à-dire on débat de la politique européenne au sein des parlements. Et la chancelière Angela Merkel, après un sommet européen, vient devant son Parlement pour expliquer ce qu'elle a obtenu, et même avant d'y aller, elle demande un mandat. En France, le président de la République ne rend de compte à personne. Il siège seul au Conseil européen, ne va pas débattre au Parlement européen au Parlement national avant, et il n'y va pas après. Donc évidemment, il y a un sentiment profond de dépossession de la politique européenne, mais c'est vrai pour tous les autres secteurs. Julie Cordiani, vous luttez contre ça ? Justement, moi je trouve qu'il rate un peu sa cible, parce que le désintérêt des citoyens... lui. Non, lui, mais c'est de votre faute. Mais non. Le désintérêt des citoyens pour la politique, en fait, il va du haut vers le bas. Donc effectivement, plus on va vers l'Europe, moins les gens s'intéressent, voire sont hostiles. On descend à l'échelon national, ça les intéresse pas vraiment non plus, l'abstention. En revanche, à l'échelon local, là, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de participation, et ça va même jusqu'à ces mouvements de société civile dont l'Avant-Garde fait partie aujourd'hui, qui réunissent les gens en réseau pour faire de la politique autrement. Mais en fait, qu'est-ce qui manque aux gens ? C'est pas de modifier les superstructures. Les gens s'intéressent, c'est basique, quand ils voient des résultats concrets de proximité sur leur vie de tous les jours. Mais c'est très noble aussi, ça, la démocratie à l'échelon local. On voit que le débat public national, il est obnubilé quand même par la question présidentielle. Il est obnubilé par ce régime-là. Et c'est ce qui pose problème. Vous savez, moi, j'ai vu un temps de président, le documentaire sur François Hollande, et tous les tweetos et tout le monde sur Facebook était excité sur le thème. Ah, mais quel nul, il a l'air tout petit dans ce palais. Mais moi, j'ai trouvé que justement, c'était le palais qui posait problème. C'était ces institutions-là, c'était la monarchie qui posait problème. Et qu'à la limite, l'intuition d'une normalité présidentielle, c'était une bonne intuition. Et que ce qu'il a mal fait ensuite, c'est de ne pas essayer de mener ces réformes. Je ne pense pas du tout que ce qui est proposé fonctionne. Je pense qu'au contraire, allonger à 7 ans le mandat présidentiel, alors que... 7 ans de non renouvelable. 7 ans, mais la question n'est pas, à mon avis, du renouvelable ou pas. 7 ans, alors qu'au bout de 3 ans, en France, les présidents, en gros, sucent les fraises parce que plus personne ne les écoute. Oui, mais l'idée qui sous-tend cette réforme-là, c'est de dire qu'un président aujourd'hui, à peine est-il élu, qu'il se prépare à sa réélection. Donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'il devrait se soucier beaucoup plus de l'avis de plus de gens. Donc c'est-à-dire qu'il doit se soucier du Parlement, il doit être en campagne devant les parlementaires, il doit être en campagne devant l'opinion, il doit être... C'est pas le problème, c'est pas qu'il soit en campagne. Le problème, c'est qu'il est isolé et qu'il a tous les droits et que donc ça pousse nécessairement à la création d'une cour, d'une technocratie d'État, de gens qui viennent et qui lui embrassent les pieds et qui, à la fin, le poussent à l'inaction puisqu'ils sont très heureux du système dans lequel ils évoluent. Franchement, il y a quelque chose d'hyper paradoxal avec le non renouvelable. Moi, on m'a appris que le principe de la démocratie, c'était que le gars fasse bien son boulot pour être réélu. Voilà. Si maintenant, c'est un système monarchique où, de toute façon, il n'est pas réélu, donc justement, il fera mieux son boulot. De toute façon, il est de fait devenu à la royauté. Le mandat présidentiel, depuis déjà plusieurs fois, il est devenu. Mais c'est une réforme toute simple, parce que là, à mon avis, ils se sont lancés dans un mécanisme institutionnel qui n'était pas forcément nécessaire. Mais il y a peut-être une réforme toute simple, c'est de réinverser l'ordre du scrutin. Elle est préconisée dans le rapport. Voilà, oui, mais ça, à mon avis, c'est tout simple. Pourquoi ? Pour faire réexister le Parlement ? À partir du moment où c'est non pas le président qui détermine la majorité parlementaire, mais la majorité parlementaire qui va déterminer le président, ça va changer les choses. Et donc, c'est une des plus graves fautes qu'ait commise Lionel Jospin en son temps, en acceptant cette inversion du scrutin présidentiel et législatif. Alors, Coco, j'aurais bien voulu que vous inversiez vos deux dessins, parce qu'il y en avait un sur le Parlement qui n'était pas piqué des verres. Montrez, voilà. Ben oui, tout ça fait débat à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est Jean Quatremer ou... Oui, ah non, c'est lui qui baille. Et le deuxième, Coco. Et le deuxième, 2 ans de plus. Alors là, c'est pas sûr. En tout cas, c'est pas sûr que ce soit renouvelable. Claude Askolovitch, c'est votre heure. Vous avez expectoré et toussé. C'est absolument répugnant. Claude, venez nous rejoindre pour nous dire si on a raison de s'étonner que le président turc Erdogan fasse des meetings électoraux à Strasbourg. Ou à Bruxelles. Ou à Bruxelles. Ou un peu à droite à gauche, partout, sauf en Turquie. Ou un peu partout. Bonsoir Elisabeth, bonsoir les amis. D'abord, avant de s'étonner, on admire. On va voir l'image. C'était dimanche au Zénith de Strasbourg. 12 000 personnes, des drapeaux turcs, une ambiance de match de football pour le président Recep Erdogan, des partisans de Erdogan qui avaient été rameutés par bus depuis la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Après, il y avait un côté bizarre, quel bel homme Erdogan. La salle par endroit n'était pas mixte. Les militantes d'un côté, les militants de l'autre. Tout ceci a commencé par une prière dite par un imam. Et dans son discours, le président turc a vertement, fermement dénoncé le terrorisme, pas celui de Daesh, mais son terrorisme à lui. Si j'ose dire, le terrorisme kurde. Bref, on a eu un meeting électoral nationaliste turc
en plein Strasbourg, en pleine France. C'est pas la première fois que ça arrive et ça s'explique en grande partie par la personnalité de Erdogan. C'est un homme, Erdogan, qui se prend pour le nouveau père des Turcs, le nouvel Atatürk, le père de tous les Turcs, y compris ceux qui vivent chez nous en Europe occidentale. Politiquement, c'est un islamiste qui a assimilé l'idéologie des frères musulmans, on va dire, à la démocratie bourgeoise un peu corrompue, assez nationaliste et très autoritaire. Il voudrait installer un régime présidentiel fort autour de sa personne et donc il est en campagne électorale et idéologique permanente. Pourquoi est-ce qu'il était à Strasbourg ? Parce qu'en novembre, il y a des législatives en Turquie. L'année dernière, il était en meeting en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà des législatives. L'année d'avant, il était en meeting 2 fois en Allemagne. Il y avait des municipales et une présidentielle. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les mêmes paysages, les mêmes drapeaux, les mêmes invocations, les mêmes slogans. Parfois des problèmes, parce qu'il y a aussi des Turcs qui n'aiment pas Erdogan, qui manifestent devant les salles. Et puis parfois, et c'est ça le souci, Erdogan se mêle de nos affaires. Exemple, en 2008, un meeting en Allemagne où il dit que l'assimilation des Turcs d'Allemagne à la culture allemande, c'est un crime contre l'humanité. Et depuis, les politiciens allemands n'aiment pas vraiment voir Erdogan faire son marché chez eux. Pourtant, c'est là que ça devient intéressant quand le terrible Erdogan vient défendre ce qu'il appelle le multiculturalisme. C'est intéressant pourquoi ? Parce que ça percute un débat qu'on a. Qui sommes-nous ? Quelle est la part de fidélité complexe et contradictoire qui existe dans nos sociétés ? C'est perturbant. Bah oui, voilà, il y a des Turcs qui sont français ou ils sont allemands, mais ils sont encore profondément turcs. Ça réveille un vieux mot, une vieille crainte. Ça s'appelait la double allégeance. La double allégeance, par exemple, c'est ce que le général de Gaulle avait en tête en 67 quand il se demandait si les Français juifs n'étaient pas aussi un petit peu trop pro-israéliens. Double allégeance. Double allégeance, c'est ce que se demandent les gens quand ils voient qu'il y a des meetings électoraux tunisiens en France. Double allégeance, mais c'est plus sympathique. Allez voir par exemple un match de football France-Portugal et posez-vous des questions sur à qui appartenons-nous. Évidemment, tous les gens qui considèrent que nos identités, allemandes ou françaises, doivent être simples, il n'y a pas une tête qui dépasse, bien détestent ce que raconte et ce qu'évoque Erdogan. Évidemment, c'est Marine Le Pen et le Front National qui ont énormément protesté contre ce meeting strasbourgeois et les autres partis politiques sont tétanisés parce qu'il est très compliqué d'admettre que nous sommes un peu plus complexes que nous ne devrions l'être. Personnellement, vous, ma Babette, je ne sais pas, mais ma reine s'appelait Juliana et ma maman était et toujours néerlandaise. Non mais, après avoir crevé le tympan de Nadia, chanter des hymnes néerlandais, parler de sa parentèle, Julie Graziani, quelque chose à rajouter à ce festival ascologien ? C'est tout à fait le sujet. Je vous répondrai hors plateau. Non, c'est tout à fait le sujet. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une immigration de travail, il va falloir le penser comme tel, qui n'est pas destinée à être une immigration de peuplement avec des gens qui ne veulent pas s'assimiler parce qu'ils veulent conserver leurs coutumes. Bon, et ben c'est comme ça. Non, ça veut dire que vivre en... C'est pas du tout pour contredire. Qui suis-je pour vous contredire ? Mais en l'occurrence, non. Ce que dit Erdogan, c'est ne vous intégrez pas et ne vous assimilez pas, restez turc. Mais pourquoi pas ? Non, il dit les deux. Il dit devenez. Laissez parler. On peut entendre Julie Graziani. C'est ça le sujet. En fait, ça veut dire que vivre ensemble, ça veut plus dire vis comme moi. Et que ça, il va falloir s'y faire d'une manière ou d'une autre. Mais que donc, il ne faut pas se sentir menacé par cette immigration de travail qui va venir pour travailler, mais qui n'a pas forcément vocation à rester, à être une immigration de peuplement et à une immigration de remplacement. Mais là, c'est un peu autre chose, là, parce que... remplacement. Paul était un franco-belge. Oui, justement. Voilà, là, c'est plutôt... Je vous donne l'exemple de la Belgique, où il y a une forte communauté turque qui est devenue belge et qui exerce des fonctions électives, d'accord ? Donc, ils sont membres de partis politiques. Et la plupart des partis politiques belges, par exemple, demandent à ce qu'on respecte une minute de silence en mémoire du génocide arménien. Et il y a eu un scandale cette année parce que tous les élus d'origine turque, donc ils ne sont pas turcs, on a bien compris. Ont refusé de respecter ces minutes de silence. Alors les socialistes, comme d'habitude, belges, ils ont pris aucune disposition contre parce qu'ils sont belges. Et les chrétiens démocrates ont expulsé l'élu qui avait refusé de respecter les minutes de silence. Raphaël. Là, ça pose un problème. Raphaël Glucksmann. Justement, là, entre les deux, on a la bonne position. C'est-à-dire que ça pose un problème parce que c'est un problème politique et que le fait qu'il y ait des meetings turcs à Strasbourg, qu'il y ait des immigrés turcs qui aillent voir un meeting turc et qui se sentent turcs, c'est l'identité, mais multivoque de la France. C'est pas grave, on peut vivre avec ça. Il y a un problème politique quand c'est porté par Erdogan. Avec la propagande anti-kurde. Parce que en ce moment, il y a des Kurdes qui se font assassiner en Turquie d'ailleurs, et il y a des Kurdes qui se sont fait assassiner à Paris, et que donc c'est un problème politique. Le génocide des Arméniens, c'est un problème politique. Les gens peuvent se sentir
totalement français et turc en même temps, ça ne pose aucun problème à part aux gens qui sont des excités de l'identité. Par contre, ça n'empêche pas les débats politiques et ça dépend qui porte quoi. Oui, mais ça revient un peu au même, parce que quand il y a des identités concurrentes, il y a des valeurs concurrentes. Mais il se trouve qu'il y a des Turcs qui sont totalement turcs et qui sont super anti-Erdogan et qui veulent rester turcs. Raphaël, Jean, il faut avancer. Coco. Avec les Néerlandais, j'ai eu de problème. Ah non, mais arrêtez avec votre parentèle. Coco. C'est un peu la campagne hypocrite contre le terrorisme. Voter Erdogan, aller aux urnes, c'est simple comme de buter les Kurdes. Alors, sans transition, merci Coco. La semaine en photo, vous avez choisi chacun une photo. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Quatremer? Ça vous fait tant rire que ça, Marine Le Pen au Parlement européen? Ça m'a pas fait rire c'est votre du photo. tout. Alors commencez par votre photo. Oui, ça m'a pas fait rire du tout. Et là, je dois dire que j'ai eu honte d'être français en voyant cette furie exposer tout ce que l'extrême droite est capable de haine, de mépris et d'injures devant l'Europe entière. Elle s'adressait mercredi à la chancelière allemande Angela Merkel et au président de la République française François Hollande. Elle a refusé d'appeler François Hollande Monsieur le Président en disant qu'il était aux ordres de l'Empire allemand et qu'il était vice-chancelier de l'Allemagne, en clair Gauleiter, administrateur de la province France. Vous voyez à quoi ça renvoie? Le sifflet à ultrasons. L'Allemagne est toujours un empire, l'Allemagne c'est le nazisme et sa collaboration. C'était un discours mais scandaleux. Vous n'avez jamais vu ça? Non, au Parlement européen, on n'a jamais vu ça. Parce que vous savez qu'au Parlement européen, c'est curieux, mais les partis politiques nationaux évitent d'étaler en public leurs divergences internes. Parce qu'on garde ça pour la maison, parce que ça ne fait pas propre. Et là, quelqu'un qui a le mot intérêt national, défense des valeurs nationales à la bouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va laver son linge sale en public, devant la chancelière allemande, devant 28 députés de 28 députés de 28 États membres. Pardon. Mais j'étais sans voix. Renaud? Oui, elle a que l'intérêt national à la bouche, comme vous le dites, mais il faut rappeler que c'est aussi la vice-tsarine de Vladimir Poutine en ce moment. Pourquoi prendre ça? C'est ce qu'il aurait pu lui dire. Jean Quatremer, pourquoi prendre ça sur le mode de l'indignation, ce qui n'exclut pas la sincérité, et pas le prendre sur le mode politique? Ce que veut démontrer Marine Le Pen à la face du monde électorat français, c'est qu'elle est la seule à parler le français dans une ambiance multinationale européenne. Donc elle a dit, exprimer exactement ce qu'elle veut exprimer, et votre réaction va exactement ce qu'elle espère. Que Jean Quatremer, parangon de l'Europe, la trouve scandaleuse, démontre qu'elle a eu, de son point de vue, raison de le faire. Donc il ne devrait pas la trouver scandaleuse. Donc je devrais être très bien? Non, ni bien ni mal. J'aurais dû dire, ah ben voilà, Marine Le Pen traite François Hollande de collaborateur nazi. Elle prétend être l'antidote et l'antithèse absolue à ce qui se pratique. Non, voilà, la vérité, c'est qu'elle est payée par Vladimir Poutine, elle est payée par la Russie qui est en guerre contre l'Union européenne. Elle est juste un pion dans l'amphithéâtre européen pour faire exploser le tout. Et elle le fait exactement avec le style et les mots de son père. Donc, so much pour la grand changement. Rideau. Donc, rideau sur le dossier, le dessin de Coco et la photo de Julie Gradiani. Eh bien, condensons ça comme ça, le repli sur soi, c'est vraiment effrayant. Excellent. Julie Gradiani, une photo d'un site sublime dévasté, Palmyre. Oui, j'y étais en 2003, donc évidemment, ça m'évoque beaucoup de souvenirs. C'est terrible parce que là, on voit... Palmyre en Syrie. Palmyre en Syrie, bien sûr. On voit que les djihadistes s'attaquent vraiment au registre symbolique. Palmyre, c'est un carrefour au milieu du désert, un carrefour de civilisation. Il y a des strates d'influence du paganisme jusqu'au christianisme, en passant par l'islam après. Enfin, c'est tout à fait melting pot. Et ils savent, les djihadistes, que dans notre psyché occidentale, il y a la conservation du patrimoine qui compte, que c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est cette histoire accumulée. Et ils détruisent petit à petit. Ils n'ont pas tout détruit d'un coup. Ils vous en détruisent un tous les 3 mois pour faire durer la tension. Ils ont égorgé le conservateur également. Raphaël Glucksmann, votre photo. Ouais, toujours en Syrie, mais cette fois-ci sur les bombes qui tombent sur les civils syriens de la part de l'aviation russe et maintenant même les missiles qui viennent. C'est pas du tout une guerre contre Daesh, c'est une croisade pour sauver Bachar el-Assad. Et c'est une croisade qui est soutenue en France par un arc de cercle absolument incroyable qui va de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant par les 3/4 des Républicains. Et je pense que c'est un vrai problème qui est lié à la non-intervention, c'est-à-dire la non-action occidentale, et aussi à une forme d'arrogance ultime de Poutine. Tout le monde a toujours pensé que c'était un acteur rationnel. Il se trouve que là, il va quand même très très loin. Il survole les bases turques. Je trouve que c'est extrêmement rationnel, non, de sa part.
C'est extrêmement rationnel, simplement. Il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Ukraine, aujourd'hui il y a le poids de la Russie en Syrie, bien sûr. demain les Pays-Bas. Marine Le Pen comme Poutine, les méchants sont rationnels parfois. Non, mais quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif ultime est ultra rationnel? J'en suis pas certain. C'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est d'engager une grande révision de l'héritage de la chute de l'URSS et franchement, d'aller aussi loin que possible dans la mise à mort du projet européen. Donc là-bas aussi. Et donc là-bas, ça passe par la Syrie aujourd'hui. On est quand même content que l'État islamique se soit pris quelques bombes sur la figure. Mais non, on n'est pas content que 90% des bombes... Non, mais c'est très important. On n'est pas content que 90% des bombes russes visent les autres rebelles et pas l'État islamique. Des civils. Et donc, le problème, c'est qu'ils font le jeu de l'État islamique. C'est un agent recruteur de l'État islamique. Coco, pardon, on est en retard. Coco. Un peu graphique. Une palmyre, il y a comme un truc qui gâche le décor. Voilà, c'est dans le truc. Certes. Tous les vendredis, un type lugubre, secrètement guilleret, Benoît Forgeard, propose sa dérive des continents, une géopolitique au travers de territoires improbables. Ce soir, du papa gâteau au papa gâteux, avec le gouverneur de Papatonia. Très étrange. Bonsoir. L'eurodéputée Nadine Morano s'est mise à dos son propre parti par ses sorties intempestives. Mais les Républicains ne sont pas seuls à subir un ennemi intérieur aux déclarations inadéquates. Découvrons ce soir pourquoi le papa du gouverneur de Papatonia ferait bien de parler moins souvent. Invité à la télévision, où l'on apprécie son franc-parler, le papa du gouverneur a estimé, je cite, que Papatonia était un pays de bébés. Tollé général dans un pays où les bébés, souvent montrés du doigt, ne représentent au fond que 3% de la population. La phrase, abondamment retweetée, oblige le gouverneur à recadrer son paternel. Il est formel, Papatonia n'est pas et ne sera jamais un pays de bébés, quand bien même les bébés y restent appréciés, notamment pour l'esprit d'insouciance qu'ils apportent au pays. Afin d'apaiser l'incendie, le gouverneur organise une marche à travers l'île, entourée de ses différentes minorités. Cessons de raconter n'importe quoi, rappelle-t-il, soudain sujet à un regain de popularité. Le cliché du bébé oisif, profitant des largesses de l'État sans rien fournir en échange, a vécu. Toute remarque de ce genre sera désormais passible d'une amende. Hélas, le papa du gouverneur récidive. Invité à la télévision, le voilà qui affirme que Papatonia est un pays de mémés. Tollé général dans un pays où les vieilles dames représentent, il est vrai, la moitié de la population. Une marche est alors nécessaire pour apaiser les esprits et le gouverneur, au plus haut dans les sondages, doit se résoudre à exiler l'incontrôlable papa sur un archipel voisin. Aux dernières nouvelles, il y coulerait des jours heureux en échange de ses bons et loyaux services. Merci Benoît Forgeard. Vous avez un dessin, Coco, pour conclure ce brillant tour de piste? Eh oui, c'est le week-end. J'ai fait Claude qui dit « Cette émission m'a donné envie de prendre une pierre et de me mettre devant du foot. » Comment tu le sais? Exactement. Il est Jojo, Claude, c'est tout lui. Merci mes amis. Je te vois pas, t'es retourné. Merci à tous les trois. Merci Coco, c'est la cacophonie, c'est la cocophonie. 28 minutes est terminé. Reste disponible en replay enrichi sur l'antenne d'Arte ce soir. Nager pour vivre. Et à 22h25, quand Homo sapiens faisait son cinéma, à lundi à 20h05, tchuss bis Montag.